Mon invité aujourd'hui au podcast minier, Christian Provencher d'Agnico, VP Projets spéciaux. Alors, bonjour Christian. Bonjour Manon, ça va bien? Ça va super bien. Christian, je te connais pas. C'est la première fois qu'on se rencontre, de vue, mais en personne, je te connaissais pas. Puis ce midi, je demandais, puis là, en plus, en s'en venant ici, les gens parlaient, mais je disais « Connaissez-vous Christian Provencher? » Puis j'ai entendu plein d'histoires. « Ah oui, il était VP Canada après ça. Il n'était pas retraité. » Puis là, il est revenu. Le Guy Belleau, tantôt, vous avez étudié ensemble à l'Université Laval il y a 30 ans. Il y a beaucoup de gradués dans l'industrie qui viennent de l'Université Laval, veux pas? Ben, je pense qu'au Québec, il y a 2 universités. Il y a toujours eu 2 universités, soit la Polytechnique McGill et l'Université Laval. Donc, il y a un bon ratio là, qui se partage là, entre les 2 universités. Là, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'Université Laval, mais c'est bien partagé. Fait que là, Christian, explique-moi à moi, là, puis les auditeurs du podcast minier, là, c'est quoi ton parcours? Puis y en a-tu une pré-retraite ou pas? Là? C'est quoi cette histoire-là? Là? je vais commencer par peut-être le parcours, je te dirais. Là, donc, moi, comme tu l'as dit, ça fait déjà 30 ans que je suis dans l'industrie minière, principalement au Québec. J'ai commencé peut-être les 10 premières années là, en tant qu'ingénieur minier. Je suis ingénieur minier de formation pour diverses entreprises. Je voyais aujourd'hui, ce matin, la première personne avec qui j'ai travaillé est ici aujourd'hui, Pierre-Denis Gagnon, qui est directeur général maintenant au port de Sept-Îles. Ah oui. Donc, tu sais, c'est une communauté qui est très petite. Mais donc, j'ai fait mes 10 premières années comme ingénieur minier pour par la suite joindre Agnico. Puis chez Agnico, j'ai vraiment eu plusieurs opportunités avec Challenge de la mine LaRonde, de développer cette mine-là jusqu'à 3 km. Donc, c'était vraiment là, un gros projet. Mais j'ai participé pratiquement à tous les projets d'expansion d'Agnico, autant soit comme vice-président ou comme directeur corporatif. Donc, j'ai fait participer à beaucoup de projets, principalement au niveau des opérations. Pour prendre une pause, je dirais que c'est toujours bien un jour de prendre une certaine pause, mais malheureusement, ma pause a été écourtée par une pandémie mondiale, où est-ce que j'avais beaucoup de projets personnels qu'on a dû reporter à plus tard. Donc, j'ai repris des fonctions, mais plus, je dirais, comme conseiller stratégique, mais sur des projets spéciaux. Donc, les 2 dernières années ont été assez occupées chez Agnico pour justement la croissance de l'entreprise. Puis quand on parle des projets spéciaux, justement, que tu es en charge, c'est quoi ces projets-là? Bien, je travaille un peu dans l'ombre, je dirais, étant donné que je connais très bien la compagnie, parce que ça fait au-delà de 20 ans que je travaille pour la compagnie. Je connais tous les secteurs, je connais les forces de la compagnie, je connais les capacités de la compagnie, donc ça permet d'orienter lorsqu'on fait des transactions externes. On vient de conclure là, quelques transactions ces dernières années, entre autres avec le merge ou le mariage avec Kirkland Lake Gold. Dernièrement, on a fait, là, c'est pas terminé à 100%, mais l'acquisition de la deuxième 50% de la mine canadienne Malartic. Puis aussi, on a fait un partenariat avec Teck Resources au niveau d'une mine de cuivre au Mexique. Donc, étant donné l'expérience que j'avais au niveau du partenariat canadien de Malartic, j'ai participé là, pour développer un partenariat avec Teck sous un peu l'image qu'on opérait la mine canadienne de Malartic avec notre partenaire Yamana. Puis là, aujourd'hui, le contexte, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais aujourd'hui, dans le contexte, on est dans un événement. Puis on parle beaucoup de ESG aujourd'hui et demain. Puis, je sais qu'à Agnico, vous avez quand même des projets, vous avez des projets innovants. Je parlais avec Laurie de ton équipe, puis c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, je pense que dans ces... Laurie qui est ici d'ailleurs, on a une audience aujourd'hui. On ne te voit pas à la caméra, mais tu viendras tantôt. Mais, tu sais, on parle souvent que les ESG, c'est mentionné, puis que les entreprises, veulent pas, c'est pour être le meilleur citoyen corporatif. Mais aujourd'hui, en lien avec l'industrie minière, c'est la survie de la mine, les ESG. Fait que je me demandais, côté Agnico Eagle, comment vous vous démarquez? Je pense qu'on a toujours été très innovateur, je dirais, à tout ce qui est l'environnement dans lequel on exploite.
quand je parle des relations avec la communauté, moi, autant le projet, la mine La Ronde, on a toujours été très proche des communautés. On a eu des problématiques de bruit à l'époque, où est-ce qu'on a été très ouvert avec la communauté. C'est vraiment une marque de commerce chez Agnico Eagle de tenter de régler les problèmes en amont et ne pas attendre qu'ils se développent. Innovation, proactivité, leader. Quand je prends un autre exemple qui est très concret, la mine Goldex, on avait le choix de faire un nouveau parc à résidus. On a réussi à convaincre le gouvernement, qui est notre partenaire, le ministère des Ressources naturelles, à faire une restauration d'un site. Le site Manitou, qui est un site là, impacté pour les gens de Val-d'Or. La rivière Bourlamaque est impactée. Donc, c'est vraiment des initiatives qu'on a faites. Puis, toute cette culture-là d'entreprise est encore là aujourd'hui. Quand on s'est implanté au Nunavut, Louise en parlait ce matin dans une des conférences. Pour nous, ce qui était important, les Inuits qui étaient en place, on devait avoir le raccord pour partir les mines. Donc, beaucoup d'entente. Puis, partout où est-ce qu'on développe, autant en Finlande, quand on a parti notre projet, on devait avoir l'accord de la population, des gens locaux. Et la même chose au Mexique. Puis, notre façon de faire a été de s'implanter. Puis, lorsqu'on s'implante, pourquoi qu'on met autant d'efforts? Parce qu'on va être présent, pas pour un projet minier. On va être là pour plusieurs projets miniers. On va être là pour des décennies. Mm-hmm. Donc, c'est important d'établir des bonnes bases. Même chose au Mexique. Au début, au Mexique, on a dû faire beaucoup de formation de travailleurs locaux. L'objectif n'était pas d'avoir une mine ou de construire des mines là-bas avec des gens du Canada. L'objectif était de développer ces gens-là pour que les mines soient 100% opérées et construites par les gens du Mexique. Et c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a aucun Canadien qui est présent dans toute la chaîne d'opération des projets. C'est entièrement des gens qui sont des gens locaux. Donc, pour nous, là, c'est vraiment des valeurs de base, autant en relation avec les communautés, avec nos employés, avec ce qui nous entoure et aussi avec l'environnement. Donc, on fait aussi de la restauration de sites. On en a parlé sur Manitou. Un autre bel exemple, c'est la mine Lapa, qui est un exemple de restauration aujourd'hui, où est-ce qu'on n'a pas fait seulement que l'opérer, on l'a opéré, on a fait tout le processus de fermeture, mais aussi on a été innovateur. Innovateur, c'est qu'on a planifié la fermeture de la mine. Donc, les 3 dernières années, ce qu'on a fait, on a garanti des emplois à tous les employés qui étaient à la mine Lapa, qui étaient pour être relocalisés dans nos opérations. Donc, pour nous, ça démontre vraiment le sérieux. Sans savoir, 3 ans avant, si on aurait vraiment des emplois, on a dit aux gens, vous avez un emploi. Les équipements, on les a tous récupérés pour nos opérations. Les bâtiments, encore aujourd'hui, on parle d'un méga projet au niveau de la mine Odyssée, mais on a réutilisé tous les bâtiments administratifs de la mine Lapa au site Odyssée pour démarrer l'opération. Puis encore plus que ça, au niveau de la restauration du site, on avait accumulé une pile d'environ 1 million de mètres cubes de roches stériles en surface. Et pour nous, c'était important de réutiliser ce matériel-là. Donc, il a entièrement été réutilisé pour la construction de digues à la mine La Ronde. Donc, tu sais, on voit qu'aujourd'hui, la construction d'une mine, c'est beaucoup plus qu'un projet minier. C'est un ensemble d'activités où est-ce qu'on essaye de faire notre marque. Puis je pense qu'on est bien reconnu à ce niveau-là. Bien, absolument. Puis, tu sais, on regardait le plusieurs camps miniers, dont Agnico, qui sont reconnus. Le Québec est reconnu mondialement, veut pas pour notre savoir-faire. Je pense pas que c'est vraiment le mien, là, mais pour le savoir-faire. Puis, on détient vraiment une certaine expertise. Et je me demandais, puis je pense que tu viens bien de l'expliquer, mais on parle quand même qu'une mine peut prendre jusqu'à 25 ans avant d'être en opération, ce qui est très long par rapport à l'Australie, qui est très long par rapport à peut-être à d'autres pays. Puis là, on en parle beaucoup. Là, je sais qu'on n'est pas dans un sujet de MCS, mais tu sais, veux pas, on en parle quand même que ça prend 15 ans. On va prendre vraiment beaucoup de retard, même si on a réussi à descendre à 15 ans. Puis tout ça, c'est la législation, la demande de permis. Il y a plein de contraintes aussi pour être un producteur au Québec. Fait que je me demandais ton opinion là-dessus. Bien, je pense que tu as raison. On voit les délais sont beaucoup plus longs aujourd'hui, mais c'est d'où l'importance
comme nous on fait, justement de faire une synergie régionale. Donc, on a plusieurs projets où est-ce que lorsqu'on peut faire une synergie, un autre bel exemple, projet à Casaba qu'on est en train de démarrer actuellement, bien, le projet à Casaba, bien, on utilise l'usine de la mine Goldex pour traiter le minerai. L'usine Goldex et la mine Laronde. Le parc à résidus, bien, on va continuer la restauration du site Manitou avec, donc, on minimise les nouvelles infrastructures et on réutilise l'infrastructure qu'on a déjà. Donc, il y a vraiment une synergie qui peut se bâtir à ce niveau-là pour l'opération. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de peut-être voir à plus long terme, voir quand on peut introduire des nouveaux projets dans notre pipeline et être capable de faire la planification long terme et de tout établir nos bases de communication, relations avec les communautés pour s'assurer d'avoir une acceptabilité de nos projets. Mm-hmm. Donc, parce que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir cette acceptabilité-là. Puis, il faut se mettre dans la peau des gens. Puis, la meilleure façon de se mettre dans la peau des gens, c'est lorsque tu habites le territoire, lorsque tu utilises le territoire comme pêcheur, comme chasseur, ben là, quand tu prends ces yeux-là puis tu regardes l'industrie minière, ben tu te dis, ben qu'est-ce que je voudrais avoir comme voisin? Mm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous lorsqu'on prend cette position-là avec nos interlocuteurs parce qu'on a la même réalité. Bien, puis je pense que cette vision-là aussi vient rejoindre la nouvelle génération qui ont une conscience, qui ont... Justement, c'est super important pour eux d'aller travailler pour une entreprise qui a ces valeurs-là. Ça fait 30 ans que tu es là. Je me demandais, est-ce que tu vois une différence dans la nouvelle génération qu'on attire dans l'industrie minière, qui viennent travailler dans l'industrie minière? Est-ce que tu vois quelque chose, un vent de changement? Bien, je pense que oui. Écoute, il y a eu un énorme vent de changement là, dans l'industrie minière là, parce que premièrement, les méthodes de travail ont énormément changé. Aujourd'hui, toutes les technologies qui sont présentes. Aujourd'hui, nos enfants ont tous des cellulaires en bas âge aujourd'hui. Mm-hmm. Bien, nos travailleurs... As-tu des trucs pour qu'ils soient moins sur le cellulaire? Bien, peut-être les enligner vers apprendre avec des podcasts, justement, avoir des choses intéressantes. Mais c'est d'apporter la technologie. Donc, là aussi, on a été innovateurs. Quand je prends, exemple, la mine Laronde avec un réseau LTE, ouais. Donc ça permet d'avoir la communication, pas juste voix. C'est la révolution qu'on a vue au cours des 2 dernières années qui a permis le télétravail, c'est pas nécessairement être capable de faire des conférences téléphoniques. Je pense que où est-ce qu'il y a eu le plus l'acceptabilité des travailleurs et des employeurs, c'est parce qu'on a pu conserver le contact visuel avec les équipes de travail. Donc, avec les teams, okay, avec les Zoom de ce monde. Donc, ces plateformes-là ont fait évoluer très rapidement. Donc, aujourd'hui, on peut être partout dans le monde, puis on rentre en contact avec nos équipes. Donc, c'est la même chose pour les mines. Aujourd'hui, ben, on travaille à 3 km de profondeur. On a besoin d'une information rapide. On prend notre téléphone. On a un contact visuel avec une personne. Puis, on est capable de continuer. Donc, c'est très rapide. Ça a eu une très grande évolution. Avant, on avait des radios qui fonctionnaient. Des CB. Moi, mon père, avec Forage Rouillé, là, je me réveillais la nuit avec Marcel à l'écoute. Marcel, drill numéro 4, on a besoin de fuel. Exactement ça, mais dans une mine où c'est complexe, où il y a beaucoup d'interactions entre les opérateurs de camions, les opérateurs de chargeuses, les opérateurs de foreuses, bien là, quand tout le monde parle en même temps, il y a un peu de cacophonie. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, bien, on évite ça, parce qu'on a des lignes dédiées pour des canaux de communication. Donc, c'est vraiment l'implantation de la technologie, puis c'est ce qui va attirer la nouvelle génération. Aujourd'hui, on travaille plus excuse l'expression, au pic et à pelle. Les équipements, on a vécu une transition vers la mécanisation. Aujourd'hui, on vit une transition vers l'automatisation. Aujourd'hui, un travailleur peut opérer 2 camions, 3 camions de façon entièrement autonome, avec aucune interaction. Un autre opérateur qui est situé à côté de lui, dans un environnement contrôlé, une salle comme ici, température, à climatisation qu'on veut, dans un siège confortable, va travailler pendant 12 heures à surveiller les opérations de chargement de matériel, des minéraux, chargement dans des camions, et le camion monte en surface. Tout ça sans aucune interaction
avec un opérateur. Donc, les 2 personnes travaillent dans une salle et on est déjà là aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on voit dans un film de science-fiction. C'est pas quelque chose on est déjà là actuellement. Donc, nos enfants qui ont été des gens de Nintendo, de Game Boy, ben aujourd'hui, Switch pour les plus récents, mais aujourd'hui, c'est vraiment avec ça qu'ils opèrent. Mais puis je pense aussi que, là, on parlait de la minière, mais il y a des fournisseurs, comme nous, on a un de nos clients, MBI Global, qui lance la commercialisation de la foreuse autonome. Donc là, on en parle beaucoup aussi de toute l'automatisation, mais il y a un travail à faire, puis je vais peut-être regarder les communications pour ça, mais je pense qu'il y a les gens des communications de l'industrie minière, puis autant nous que les départements, je pense qu'on a une job à faire au niveau de changer l'image de l'industrie minière, parce qu'on voit encore une image... c'est sombre, tu sais, les images qu'on utilise. On travaille aussi, par exemple, avec Cisco, puis une des images qu'on met souvent, bien, ça reflète, on dirait que ça reflète plus qu'est-ce que vous dites présentement, justement. Ouais. Fait que je me dis, bien, il y a un changement qu'il faut faire pour démontrer ce côté-là, parce qu'il faut attirer une nouvelle génération, puis je prêche pour ma paroisse en parlant avec Women in Mining, mais il faut attirer la femme aussi. Oui. Puis je parle souvent avec Marjolaine Drouin sur mon CA de Women in Mining Abitibi. Puis Marjo est aux opérations, dans prod, puis elle dit c'est difficile d'attirer des femmes, mais le monde, il comprend. Tu sais, on dirait qu'on n'est pas capable de leur dire oui, il y a de la place pour vous aussi, là. Mais c'est ce que toutes les nouvelles technologies vont permettre de faire. Tu sais, comme je disais, tu sais, quand on travaille dans un environnement contrôlé, dans une salle comme ici, c'est travailler dans un hôpital ou travailler dans une mine. Ben, ça va devenir éventuellement des choses qui vont pouvoir être comparables au niveau de la charge de travail. Puis peut-être que éventuellement, ils vont choisir l'industrie minière parce que, tu sais, on a mis beaucoup d'accent les dernières années à envoyer que le système d'éducation, tout le monde devait générer des gens avec une formation universitaire. Puis on a oublié, OK, les formations techniques, les formations professionnelles qui sont super importantes. Parce qu'il n'y a pas eu de valorisation de ces métiers-là. Puis ce que ça a fait, puis ça, ben, je recule de quelques années dans mon chapeau de directeur de Mine La Ronde, où est-ce qu'on a des étudiants qui ont travaillé pour nous dans la mine, puis ils aimaient tellement ça. Il y en a qui ont fait des DEC en technique policière. Il y en a qui font des formations d'ambulanciers, professeurs, OK, un enseignement au niveau, un bac au niveau de l'université. Mais ces gens-là reviennent dans l'industrie minière. Pourquoi ils aiment ça? Parce qu'ils aiment l'environnement de travail, la communauté qui est générée. Puis, au bout de la ligne, nous, là, tous ces métiers-là, là, qu'on en a besoin, bien, l'enseignant, aujourd'hui, c'est un formateur, OK, pour nos équipements. Ah oui. Les ambulanciers, bien, c'est probablement le meilleur secouriste qu'on ne peut pas avoir. Et au niveau, tu sais, ça donne des exemples que, pour nous, on n'est pas limité à avoir des techniciens miniers, des ingénieurs miniers, des ingénieurs géologues. C'est toutes les disciplines qui sont ouvertes aujourd'hui. Quand on parle des relations avec la communauté, des gens de communication, donc on couvre très large. Et le fait qu'on s'implante rapidement dans une nouvelle juridiction, bien, fait que justement, on a besoin de beaucoup de ces talents-là. Je t'écoute, puis je me disais, avec le chapitre de Women in Mining à Québec, on veut faire la tournée des cégeps, puis d'en parler un petit peu plus, puis même on devrait la faire en secondaire 4, même secondaire 3, parce que secondaire 3, c'est là qu'il faut que tu prennes probablement tes maths fortes, ou... Puis, en mars, on va au cégep de Thetford Mines. Mais c'est certain qu'eux sont déjà, pas vendus à l'industrie minière, fait qu'on va là leur parler. Mais là, je me disais, il faut que j'amène Christian avec moi dans les cégeps. Ouais, ton agenda le permet-tu? J'étais un bon vulgarisateur. Ben, ça me permettrait au cégep de Thetford. J'ai un bon ami qui est là, qui est Yvan Leduc. Tu parlais tantôt, moi, Guy Bello. Yvan Leduc, qui est professeur au cégep de Thetford, c'est quelqu'un avec qui on est allé à l'école. Donc, le domaine des mines, c'est un domaine qui est très petit et qui permet, là, moi, une carrière de 30 ans, d'avoir rencontré énormément de personnes. J'ai voyagé dans des pays que je dirais aujourd'hui, là, si je reculerais de 30 ans, là, que j'aurais jamais pensé dire que je serais allé dans des pays que je suis allé pour l'industrie minière. Donc, c'est vraiment un travail fascinant, l'industrie minière, pour justement toutes ces belles expériences-là qu'on fait.
Le travail il est excellent, puis je pense que les gens sont... C'est ça que, quand j'ai parti le podcast, c'est ça que nous, on le vit à chaque fois qu'on rencontre un client, mais les gens sont passionnés. Tu sais, on travaille dans le TI, dans le pharmaceutique, dans d'autres des industries, puis il me semble que l'industrie minière, puis je dirais forestier, c'est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose, il y a une passion qui anime les gens, là, qui est... Bien, je pense que c'est la fierté, hein? C'est la fierté de développer quelque chose. Hein? Tantôt, tu parlais... tu sais que le Québec, on est une petite, quand même, province. Moi, quand j'ai commencé chez Agnico Eagle, nous, on tentait pour développer des grands projets, comme qu'on avait l'ambition. On visitait des grandes sociétés. Puis lorsqu'on arrivait à visiter ces sociétés-là, ils disaient « Agnico Eagle, je ne connais pas. Hey, c'est pas c'est qui. » aujourd'hui, hein? Bien, je dirais que probablement qu'aujourd'hui, au niveau minier sur la planète, on est une référence. Les gens, lorsqu'ils veulent exploiter une mine en profondeur, c'est qui la référence? La mine La Ronde, OK, ouais. Agnico Eagle. Lorsqu'ils veulent aujourd'hui une référence, OK, en site à ciel ouvert, en milieu urbain, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de ça. Donc, vraiment, la mine canadienne Malartic a développé une expertise. Donc, on a vraiment une expertise qui s'est développée à différents niveaux. Donc, on est souvent un très bon partenaire. Développer des mines au Nunavut, ce matin, j'entendais le plan Nord, OK, il disait qu'au Québec, dans le nord du Québec, il y a 3000 km de route, donc, qui disait qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Nous, quand on est arrivé au Nunavut, il n'y en avait pas de route. Donc, la première route de 100 km au Nunavut, c'est nous qui l'avons construit. Est-ce qu'on a toujours eu des succès? Malheureusement, non. OK? Le succès se bâtit sur beaucoup d'échecs. Donc, on a été capable de surmonter. Pourquoi? Parce qu'on avait un bel esprit d'équipe. Puis, on était capable d'apporter des solutions innovantes puis de travailler en amont. Donc, comme qu'on voit, tu sais, souvent, de travailler en amont permet que même si on fait une erreur, ça nous permet de continuer, d'aller plus loin. Christian, super intéressant de t'écouter. Là, je pense que c'est part 1. Il va falloir faire un part 2. Laurie m'avait dit, c'est certain que Christian, il va partir. Tu n'auras pas de la misère à partir de cette entrevue-là. Mais il me semble que j'aurais mis l'autre sujet. Mais là, ça va être des sujets qui n'auront plus rapport. Fait que, mais merci beaucoup pour ton temps. C'était le fun de te rencontrer finalement. Tellement entendu parler de toi que là on se connaît. C'est parfait. Ça fait plaisir. Puis écoute, si la chance se produit, comme tu le vois, tu sais, quelqu'un qui est quand même passionné, puis je suis un gars qui connaît quand même le sujet pas mal. Absolument. Donc, ça va faire plaisir. Merci, Christian. Merci à toi. Let's go! On était bon, Laurie?